Alors bonjour, je m'appelle Barbara Chavannes, je suis médecin généraliste installée et je vais vous parler des troubles respiratoires de l'enfant et du lien avec les inégalités sociales de santé. D'abord, je vais vous lire un extrait de la revue La santé en action, numéro de septembre 2016, consacré à l'accompagnement du développement du jeune enfant. Donc le fils de Madame M, hospitalisé à répétition pendant 6 ans à cause d'un logement insalubre. En 2008, Madame M a emménagé dans un logement du parc privé de Montreuil avec son mari et ses 2 enfants, âgés alors de 4 et 9 ans. Rapidement, l'état du logement, qui avait été fraîchement repeint, se dégrade. Au bout de 3 mois, le petit a commencé à être malade. Il avait de l'asthme. Il se réveillait le matin avec les yeux rouges. L'école appelait le SAMU et les pompiers plusieurs fois par semaine. En novembre 2014, Madame M emménage dans son nouveau logement, 74 mètres carrés, refait à neuf, avec ses 3 enfants. L'impact de ce déménagement sur la santé de son fils est immédiat. Maintenant, dit Madame M, il a une crise de temps en temps. En 1 an, on n'est allé qu'une fois à l'hôpital et ça fait du bien. Ça va beaucoup mieux qu'avant, il est moins fatigué. Il existe un lien entre la vie intra-utérine et la qualité de vie future. Pour comprendre comment les facteurs socio-environnementaux durant l'enfance influencent la santé au cours de la vie, les épidémiologistes décrivent 3 notions importantes. La notion de la période critique, la notion d'accumulation des risques et celle des trajectoires. La période critique, c'est une fenêtre de temps pendant laquelle une exposition à un événement peut avoir des effets néfastes ou positifs sur le développement biologique d'un individu en raison d'une plasticité cérébrale plus importante. Cette période critique peut être biologique comme la naissance ou sociale comme l'entrée dans le monde du travail. La deuxième notion, qui est celle d'accumulation des risques, c'est comment l'accumulation de facteurs de risque mineurs peuvent avoir un impact majeur sur la santé. Par exemple, on sait que le fait d'avoir des antécédents d'infections respiratoires, d'avoir un habitat pauvre dans l'enfance, d'avoir été exposé à la pollution pendant l'enfance ou au tabagisme augmente le risque de BPCO à l'âge de 36 ans. La troisième notion est celle des trajectoires. C'est comment un désavantage précoce dans la vie peut placer un individu dans une chaîne de risque. Par exemple, le contexte social maternel joue sur l'état de santé de la maman, qui joue sur l'état de santé de l'enfant, qui peut entraîner un petit poids de naissance et un risque cardiovasculaire augmenté à l'âge adulte. C'est la programmation biologique fœtale. Pour illustrer l'impact des facteurs socio-environnementaux dans l'enfance, je vais vous citer une étude de cohorte débutée en 1958 en Grande-Bretagne, qui a montré comment l'adversité psychosociale durant l'enfance influençait l'état de santé à l'âge adulte. L'adversité psychosociale avait été mesurée grâce à 6 dimensions, qui est l'enfant placé en institution, l'enfant négligé par ses parents sur le plan physique, un parent en contact avec une administration pénitentiaire, la séparation des parents, l'expérience de la maladie mentale dans la famille, l'expérience de toxicomanie dans la famille. Et bien après 50 ans de suivi, la probabilité de déclarer un cancer avant l'âge de 50 ans chez les femmes était 2,5 fois plus élevée chez celles qui ont été exposées à au moins 2 de ces facteurs d'adversité psychosociale par rapport à celles qui n'ont été exposées à aucune épreuve, et cela après avoir pris en compte les facteurs de confusion. L'asthme de l'enfant, donc comme en a parlé Julie, c'est la première maladie chronique de l'enfant. Depuis 1960, la fréquence de l'asthme s'accroît d'environ 6 à 10% par an chez l'enfant, quel que soit le pays ou l'ethnie étudiée. En France, la prévalence cumulée de l'asthme était de 13% en classe de 3e en 2003 et de 16% en 2007. Dans 95% des cas, l'asthme est associé à l'atopie, qui est donc la prédisposition héréditaire à développer des manifestations d'hypersensibilité immédiate. Alors, l'augmentation de la prévalence de l'asthme n'est pas seulement liée aux meilleurs moyens diagnostiques et à la meilleure connaissance de l'affection. La théorie hygiéniste est apparue à la fin des années 1980. Selon cette théorie, c'est d'une part la lutte contre les maladies infectieuses et d'autre part la propension contemporaine à la propreté qui ont pu retarder le développement optimal de la réponse immunitaire. L'hypothèse est donc qu'un environnement riche en allergènes et en micro-organismes permettrait une maturation normale du système immunitaire, et que les programmes d'hygiène qui ciblent l'eau potable, la nourriture, les programmes de vaccination, l'utilisation des antibiotiques auraient pu interférer avec la tolérance envers les allergènes inhalés. Cette hypothèse a évolué avec les résultats des recherches scientifiques et est actuellement plutôt débattue. L'étude ISAC est une étude internationale sur l'asthme et les allergies de l'enfant, a permis de faire une cartographie mondiale de l'asthme et de repérer les facteurs de risque associés. On distingue des facteurs de risque individuels,
des facteurs environnementaux et des facteurs psychosociaux. Et vous voyez donc qu'il existe des facteurs qui sont non modifiables, mais aussi des facteurs injustes sur lesquels nous pouvons intervenir. Parmi les facteurs psychosociaux, l'origine ethnique et le niveau de revenu du foyer sont deux facteurs retrouvés aux États-Unis dans la National Health Interview Survey de 2010, qui est une photographie annuelle de l'état de santé de la population américaine. La prévalence de l'asthme est de 21% chez les enfants afro-américains, contre 8% chez les enfants blancs. L'asthme concerne 12% des enfants issus de familles pauvres, contre 8% des enfants issus de familles riches. Et nous devons donc nous interroger sur pourquoi une telle différence. Je vais vous présenter une étude réalisée par les Montréalais en 2006 sur les facteurs associés à l'asthme chez les enfants de 6 mois à 12 ans. Donc cette carte représente Montréal. Les zones à prévalence élevée sont en rouge et en rose foncé. Et le premier constat est que ce sont aussi les quartiers les plus pauvres qui sont en rouge foncé, en rose et en rouge. Le camembert qui est sur chaque zone représente les facteurs de risque. En blanc, ceux qui ne sont pas modifiables. En jaune, l'exposition in utero à la fumée de tabac. En vert, l'absence d'allaitement. Et donc en haut à droite, vous avez les chiffres pour l'ensemble de l'île de Montréal. Et chez 72% des enfants, les facteurs favorisants ne sont pas modifiables. Mais dans 13% des cas, on retrouvait le tabagisme pendant la grossesse, dans 12% l'absence d'allaitement, dans 3% un petit poids de naissance, et aussi, il y a aussi l'exposition à l'humidité qui apparaît en bleu sur ce camembert. Alors, que retenir de cette étude, c'est que les territoires où la prévalence est la plus forte sont ceux où l'absence d'allaitement et l'exposition in utero à la fumée de tabac sont les plus importants. Et d'autre part, parmi les facteurs modifiables, le petit poids de naissance augmentait le risque d'asthme d'environ 40%, l'exposition à la fumée de tabac de 27% et l'absence d'allaitement maternel d'environ 20%. Il existe aussi un gradient social pour l'asthme selon le niveau d'étude de la mère. Cette étude de cohorte réalisée au Royaume-Uni, publiée dans le European Respiratory Journal en 2016, sur 11 140 enfants de 9 mois à 7 ans, on a retrouvé que les enfants de mères ayant un faible niveau d'études ont un risque augmenté de 1,53 d'avoir un épisode de sifflement précoce pour leur enfant et de 1,32 d'avoir un asthme persistant. Ce risque est confirmé en tenant compte de l'âge maternel, du tabagisme pendant la grossesse et de l'allaitement. Il existe donc un gradient social pour l'asthme de l'enfant selon le niveau d'études de la maman. On ne peut s'intéresser aux pathologies respiratoires de l'enfant sans parler du mal-logement, évidemment. La France compte 3,6 millions de mal-logés selon les chiffres de 2012 de la Fondation de l'Abbé Pierre et 11 millions de personnes sont concernées par la précarité énergétique. L'insalubrité du logement a été juridiquement définie par la loi de 1850 et caractérisée par des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé des habitants. Les conditions de logement sont un déterminant majeur de la santé de l'enfant du fait d'une sensibilité plus élevée aux contaminants de l'air, donc les acariens, les moisissures, mais aussi de différences métaboliques avec l'adulte. Nous savons que l'humidité augmente le risque d'apparition de l'asthme, que le plomb contenu dans les anciennes peintures murales est une source de saturnisme, que la précarité et la promiscuité sont associées aux infections à répétition, que la difficulté des ménages à chauffer leur logement en raison d'un mauvais état des installations électriques et du coût de l'énergie augmente le risque d'intoxication au monoxyde d'azote. Le surpeuplement du logement peut entraîner un retard scolaire par manque de sommeil et un retard du développement psychomoteur. C'est le fameux enfant poussette qui n'avait pas de terrain d'exploration au niveau moteur et qui du coup avait un retard de développement psychomoteur. Et enfin, les conditions de logement peuvent entraîner des difficultés d'insertion à l'âge adulte. Donc l'OMS reconnaît qu'il existe un lien entre la pollution intérieure d'un logement liée à son niveau d'humidité et l'apparition ou l'exacerbation d'un asthme. Donc pour un enfant, l'existence d'humidité ou de moisissure à la maison augmente de 1,5 à 3,5 le risque de présenter des symptômes de toux, sifflement ou d'asthme. Je vais vous présenter une enquête réalisée par l'ARS du Languedoc-Roussillon et la Fondation Abbé Pierre et l'ADEME en novembre 2013. L'objectif de cette enquête, c'était d'étudier les effets de la précarité énergétique sur la santé dans une population précaire qui faisait appel aux services sociaux municipaux. La précarité énergétique étant définie par des dépenses pour l'énergie supérieures à 10% des ressources du foyer.
Donc 2 groupes ont été constitués. Un groupe exposé à la précarité énergétique qui comportait 146 enfants et un groupe non exposé de 88 enfants. Donc chez les enfants de moins de 16 ans, pauvres et non exposés à la précarité énergétique, la prévalence des sifflements respiratoires est de 7% contre 29% chez ceux qui sont exposés à la précarité énergétique, avec une différence significative, un petit p inférieur à 0,001, et qui reste significative quand sont pris en compte le niveau de pauvreté, la présence de fumeurs dans le foyer et la présence de moisissures. Les enfants exposés à la précarité énergétique sont aussi plus sujets à développer des rhumes et des angines, 83 contre 59%. Parmi les risques liés à la précarité énergétique, évidemment, l'intoxication au monoxyde d'azote. Je ne reviens pas sur le monoxyde d'azote, je pense que vous savez tous ce que c'est. L'intoxication concerne chaque année 1000 foyers, soit environ 3000 personnes. Grâce au signalement obligatoire à l'INVS, une enquête socio-économique par voie téléphonique a pu être réalisée auprès de 500 foyers accidentés par le monoxyde d'azote en 2013-2014. Les résultats de cette enquête, c'est que dans un tiers des cas, ça concerne des chaudières, dans 11% des poêles, dans 8% un barbecue ou un brasero. La plupart des ménages intoxiqués par le CO étaient constitués d'un couple avec enfants, 39% étaient sans emploi, 18% avaient des difficultés financières, pour 38% d'entre eux, les dépenses de chauffage étaient considérées comme trop importantes, 22% n'ont jamais entendu parler du monoxyde d'azote, contre 4% de non-information dans la population générale. Parmi les personnes qui n'ont jamais entendu parler du monoxyde d'azote, on retrouve les personnes les plus faiblement qualifiées, des personnes au chômage, des locataires, ainsi que les ménages qui ont subi une intoxication par barbecue ou brasero. Les foyers mal informés relèvent davantage d'une situation sociale défavorisée, ont une moins bonne compréhension des risques et déclarent des comportements moins adaptés en cas d'intoxication. Il existe une difficulté pour eux à faire l'association entre l'apparition des symptômes et l'éventualité d'une intoxication en cours. Les populations précaires se chauffant avec des moyens de fortune sont de plus en plus touchées. Ce qu'on appelle des braseros, qui sont parfois simplement des casseroles ou un pot de fleurs rempli de charbon, est un moyen de chauffage de plus en plus répandu. Une intoxication sur 5 est liée à l'utilisation d'un brasero en Île-de-France contre 1 sur 10 il y a 2 ans. En Seine-Saint-Denis, 40% des épisodes d'intoxication sont liés à des braseros. Un autre exemple d'inégalité sociale de santé chez l'enfant en lien avec les conditions du logement, c'est évidemment le plomb. Le plomb qui pénètre par ingestion, mais aussi par voie respiratoire et sanguine. Une fois qu'il est absorbé, il se diffuse dans l'organisme par le sang, les tissus mûs, et il a un stockage osseux à 94%. Le plomb s'accumule et reste stocké très longtemps avec une demi-vie de plus de 10 ans. Le plomb n'ayant aucun rôle physiologique, sa présence dans l'organisme résulte forcément d'une contamination. Même en l'absence de symptômes, ce qui est la majorité des cas, l'intoxication par le plomb a des effets délétères. Ils sont principalement neurologiques chez l'enfant de moins de 6 ans, avec une altération des performances cognitives, des troubles de l'attention et du comportement. Les autorités sanitaires ont commencé à se mobiliser dans les années 80 suite à de nombreux cas graves, et dans les années 90, des campagnes de dépistage ont débuté à Paris. En 1995 a été mis en place une surveillance nationale de dépistage et de déclaration obligatoire. Et depuis 2008, il existe une obligation d'effectuer un constat de risque de plomb pour toute transaction, vente ou location d'un logement antérieur à 1949. En 2015, le seuil de déclaration obligatoire est passé de 100 à 50 microgrammes par litre. Cependant, et j'insiste là-dessus, il n'y a aucun seuil clairement identifié pour définir une intoxication par le plomb au-delà de la simple imprégnation, alors que l'intoxication est évitable. Évidemment, dès qu'on a une plombémie positive, une enquête sur l'environnement est faite afin de déterminer l'origine de l'intoxication et prévenir les contaminations futures. En conclusion, un environnement favorable chez l'enfant influe sur sa santé globale et plus tard sur sa santé d'adulte. Et à contrario, l'adversité à laquelle l'enfant fait face est un facteur potentiel d'altération de santé à l'âge adulte. Et donc lutter contre les ISS chez l'enfant, c'est investir pour l'avenir.